Bonsoir. Des tractations sont en cours pour le retour du président Laurent Gbagbo. Qui mène ces tractations? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Les réponses dans quelques instants. Les plus hauts dirigeants du football africain et mondial sont à Abidjan. Patrice Motsepe et Gianni Infantino sont en visite de travail dans notre pays. Et quelles sont les raisons de cette visite? Quel est le programme de leur séjour? On en parle dans le Live Actu. Et ce soir, notre invité sera le ministre des Transports, M. Amadou Koné. En sa compagnie, il sera question, entre autres, de l'assainissement du secteur des transports et du renouvellement du parc automobile et d'autres questions. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Alors, bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez, tous les jours, nous sommes animés et habités d'une grande joie à l'idée de vous savoir fidèles et nombreux, toujours plus nombreux, à regarder ce rendez-vous, à regarder cette chaîne de télé. Ça nous fait plaisir, ça nous galvanise. Monsieur André Bois nous a rejoint ce soir. Bonsoir André, comment ça va? Bonsoir Brice, Bien, ça va plutôt bien, ça va, un beau Super. week-end. Rayana ici, Edith Broubleu, Sophie Aïda, vous avez passé un beau week-end, mesdames? Super. Super, il était bien, oui. Reposant. Super. Reposant. Oui. Pas Très reposant pour moi, mais super. Mais super, très bien, ok. T'as pas remarqué un truc là? Ah si, j'ai remarqué, mais j'ai décidé de ne pas en parler parce qu'on m'avait défendu de parler de couleurs sur le plateau. Mais quand même, il m'est difficile de parler de normalisation sans évoquer la question d'Africa Sport. En vert rouge. Les couleurs primaires sont sur le plateau. Mais c'est très très beau, je l'avoue. C'est beau, hein, c'est C'est joli. un kimono, c'est ça? C'est ça. Effectivement. Très bien. Fait Merci. en Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire. par un jeune Ivoirien. Il s'appelle comment? Rien à assis. Danemark Design, Danemark Design. Un Ivoirien. un Ivoirien. Très bien. Du Danemark. Du Danemark. Des Pays-Bas. Notre petite info, c'est avec vous, Tout à fait. Alors, on va parler de la fête du travail. Très bien. Le gouvernement nous fait un petit cadeau. Donc, à l'occasion de la fête du travail, le gouvernement a décidé de revoir le code du travail. Et c'est Adama Kamara, donc ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui l'a annoncé. Le code du travail va être revu et on va y intégrer 2 éléments, le télétravail et le chômage partiel. Donc, il faut dire que la crise, pour reprendre un peu ces mots, la crise sanitaire a mis à nu certains défis de la législation du travail. Et donc, c'est en cours. Mais il faut quand même noter que ce n'est pas tous les secteurs qui vont pouvoir bénéficier de cette révision-là, parce que ça va être un peu compliqué pour les secteurs, notamment du BTP, de la production ou encore de l'hôtellerie, de faire du télétravail. Donc tous les secteurs ne vont pas crier gloire. Je pense que vous avez cité quand même dans la liste le vendeur de GABA. Je ne suis pas là en ce moment. Veuillez passer votre commande, on vous fait livrer. Mais c'est possible aussi. Quand même, ça reste une petite info avec de gros effets. Ouais. Exactement. Très tout très à fait. important. Je crois qu'on aura le temps de développer De cette décortiquer information-là. ça une fois que ce sera officiel et qu'on Exactement. aura le code du travail bien revu. Très bien. On démarre tout de suite avec les points de l'actualité. On fait un petit tour et c'est dans l'essentiel de l'information. C'est dans le Live Actu. Avec vous, Madame Bleu, on parle de ce retour du président Laurent Gbagbo et ses proches. En tout cas, des actions sont menées pour que ce retour-là soit efficace. Entre autres, des échanges qui mettent en scène les membres du gouvernement et ceux qui s'occupent du retour du président Gbagbo, Assoadou et les proches de Laurent Gbagbo. Effectivement, les préparatifs vont bon train. Les tractations sont en cours. On sent que les choses bougent du côté des différents blocs, des différents partis. Et on sent beaucoup de rassemblements, de rapprochements et de discussions pour favoriser ce retour, même si pour l'instant, on n'a pas de date précise et définitive qui a été annoncée. Mais on sait déjà, par exemple, que ce lundi 3 mai, une rencontre a eu lieu, en tout cas pour le retour de Laurent Gbagbo, entre une délégation du FPI qui a été reçue par les ministres Vagondo Diomandé, donc de la sécurité, et le ministre de la réconciliation, Kwadio Konan-Bertin, pour pouvoir discuter des conditions de ce retour. Les informations, en tout cas, le compte-rendu n'a pas encore filtré de cette rencontre, mais je pense que ce qui en ressortira sera assez positif pour permettre d'avoir une certaine visibilité au niveau peut-être des prochaines dates. Et surtout essayer d'accélérer le processus quand même, parce qu'à un moment, on est passé de on veut, on l'a dit, on le fait, mais quand, pour que les choses soient mises en place. Je crois que ce genre de rencontres-là qui se multiplient précise bien que les choses sont en train de... Oui, non, ça montre qu'aujourd'hui, les acteurs politiques se parlent. C'est à un niveau très important, parce qu'il s'agit quand même
des tout proches du cercle donc, du président Laurent Gbagbo. Il rencontre le Premier ministre et après, c'est le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Réconciliation. Ça veut juste dire qu'on est dans un temps où vraiment l'heure n'est plus au petit calcul. Voilà, les choses doivent se faire de façon en grande déclaration. Les choses doivent se faire de façon plus ou moins transparente pour que les uns et les autres se retrouvent sur un terrain où on les attend. Et l'heure n'est plus, voilà, comme tu le dis, l'heure n'est plus à la désunion. En tout cas, on le voit. Ce sont des actes concrets qui sont posés, notamment avec, par exemple, une liste des cadres du PDCI qui a été nommée par le président Henri Konan Bédié, donc le 29 avril, et qui fait partie également de ce comité d'organisation pour le retour de Laurent Gbagbo. D'ailleurs, quand on regarde au niveau du gouvernement, les membres qui sont présents pour participer à cette rencontre, on voit déjà que le ministre de la Réconciliation, évidemment, joue sa partition, mais il y a le ministre de la Sécurité. Pour dire qu'il y a un enjeu majeur sur lequel il faut vraiment tabler, c'est le retour de Laurent Gbagbo, c'est la sécurité. C'est un ancien chef d'État. C'est un ancien chef d'État. C'est pas juste un retour pour un retour. Exactement. Effectivement, il a toujours les honneurs, en tout cas, d'un ancien chef d'État qui lui sont dus. Donc, tout est fait de telle sorte que l'ensemble des conditions soient remplies pour assurer sa sécurité, pour assurer également la sécurité de ses proches. Qui reviennent également aussi la sécurité des Ivoiriens qui seront présents peut-être pendant les cérémonies lors de cette cérémonie, de cette arrivée. Sophie dit, c'est très important parce que c'est pas juste parce qu'il est ancien président, il y a aussi le fait que quelqu'un de sa stature arrive, ça va créer toute une série d'engouements, ça va mobiliser donc le rôle aussi de l'État. Quand l'État se mobilise pour un match de foot, il se mobilise aussi pour un moment festif comme celui-là. Un événement historique aussi. Ils retrouvent leur leader et voilà, donc forcément il faut mettre en place tout un programme, toute une méthodologie pour que cela se passe bien, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui vont des être des fauteurs de troubles. Voilà, exactement. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que quand on observe un peu justement tout ce qui est en train de se mettre en place pour organiser son retour, on va dire que ce n'est pas seulement la tête, je le mets entre guillemets, d'un parti politique qui revient, c'est un Ivoirien qui revient après plusieurs années, on va dire, à l'extérieur de son pays, un retour qui avait été attendu par pas mal de proportions de la population, mais surtout un retour qui vient marquer une espèce de décrispation même sociopolitique en Côte d'Ivoire. Donc on comprend justement que tous les acteurs veuillent justement apporter leur pierre, on va dire, à ce retour. Mais ce retour est un événement. C'est un événement historique, il faut le dire. Non, mais après, il ne faut pas non plus exagérer, historique. Ouais, je sais, tu fais ton André Bois. Non, pas forcément. Ça reste quand même historique. Ça reste quand même historique. Ça reste un événement important pour le pays, mais bon, moi, je suis un petit peu d'accord avec le propos d'Edith quand elle dit historique, parce que c'est vrai que sur le continent, on a rarement vu ce genre de choses se passer. Malheureusement, on a plusieurs pays comme ça où des anciens chefs d'État se sont retrouvés exilés et n'ont pas pu rentrer, sont enterrés ailleurs et même jusqu'aujourd'hui, leur dépouille ne retourne pas au pays. Donc je pense que quand elle parle d'historique, c'est peut-être de ce côté-là, de dire voilà. Inédit, et en plus de ça, on a quand même tous les partis politiques présents en Côte d'Ivoire qui se rassemblent, qui travaillent ensemble pour le retour. Je dois André est obligé de s'expliquer au tribunal. Pourquoi il dit... C'est pas catastrophique, ne t'inquiète pas. Pourquoi vous avez nuancé un tout petit peu? J'ai nuancé, mais vraiment, je dois reconnaître que l'explication de Sophie m'a paru assez intéressante et même convaincant. Parce que là, pour le coup, c'est pas historique par rapport à un camp. C'est historique par rapport, elle a dit, à un contexte à la fois national et international, où c'est très rare qu'un président qui a été, j'allais dire, libéré ou bien qui revient parce qu'on est sorti d'une situation où tout le monde, plus ou moins, a été absous, tu vois, c'est ça. Ça fait que, du coup, c'est historique. Là, vraiment, pour illustrer ça, mais c'était ça le sens aussi de mon opposition. C'était qu'on m'explique, qu'on me donne aussi des arguments. Moi, je ne suis pas dogmatique. Mais pour illustrer justement ce caractère historique, moi j'ai entendu certaines personnes dire que c'était un peu le Mandela de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de son retour, on parle d'un grand homme. Là encore, je vais dire, il ne faut pas exagérer. J'ai entendu certaines personnes le dire, mais il faut savoir que dans l'esprit des populations...
depuis qu'il lève la main. Mais après, bon, après on est d'accord qu'on est en démocratie, chacun apprécie la dimension de l'événement. Là où je veux revenir, c'est le point de l'ensemble des partis politiques qui se rassemblent pour ce retour. Bon, on a reçu Jean Bonin Kouadio, donc, qui est un cadre du FPI. On a senti, en tout cas, dans les échanges qu'on a eus avec lui, que le FPI, en tout cas, de Afin Guessan, ne semble pas prendre part, en tout cas, n'est pas associé. Voilà, n'est pas associé une part active aux préparatifs. Mais il semblait que Jean Bonin précisait que le ministre Monet était allé voir Afin Guessan pour dire qu'il y avait un comité. Voilà, qui était. Voilà. Je pense qu'on verra bien, en tout cas, dans les prochains jours, ce que ça pourrait donner. La situation aussi de Jean Monnet du FPI, c'est qu'Afin Guessan, quand même, c'est un ancien Premier ministre. Et quoi qu'on dise, il est quand même FPI. Oui. Et de se rendre compte qu'il n'a pas le même traitement que même le PDCI, c'est ce qui les dérange. Mais ça fait partie de leurs initiés en ce moment où ils se bagarrent, donc forcément. On a le sentiment qu'ils ne veulent même pas, même autour du retour du président Laurent Gbagbo, ils ne veulent pas s'unir. C'est ça, c'est un gros problème. C'est ça qui, effectivement, pose problème. Dommage. Très bien. En tout cas, on va regarder comment les choses vont se préciser. Et puis, converger. Converger et surtout qu'une date, jusqu'à ce qu'une date soit annoncée. Pour fixer les Ivoiriens. Il est important de noter que 6 de ses proches de Laurent Gbagbo sont rentrés la semaine dernière. Jeannette Koudou, donc voilà, une vraie proche, on a envie de dire. Une coopération entre le gouvernement ivoirien, ghanéen et le HCR pour préparer ce retour. Très bien, on va parler des sports pour le deuxième point de notre Life Actu. Eh bien, ce sont les présidents de la CAF et de la FIFA qui sont en visite de travail en Côte d'Ivoire. On a parlé de normalisation. Alors, pourquoi sont-ils en Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire? Alors, oui, donc comme tu disais, le président de la CAF et le président de la FIFA, donc Patrice Motsepe, docteur Patrice, le meilleur ami de Serge Kouachi, sur ce plateau, le milliardaire. Il a fait un peu campagne pour le mec. Accompagné du président de la FIFA, donc Gianni Infantino, sont donc arrivés tôt ce matin à Abidjan pour une visite donc de 2 jours, d'aujourd'hui jusqu'à demain le 4 mai. Il a été accueilli donc par Madame Mariam Dao Gabala, qui est donc sénatrice et présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Il donnera donc mardi 4 mai, donc demain, une annonce importante. Donc il tenait à insister sur le mot importante. Est-ce que vous avez pu avoir un tout petit peu la teneur de cette annonce-là? Oui, alors cette annonce portera notamment sur le championnat panafricain interscolaire. Donc, en gros, moi quand j'ai entendu ça, ça m'a fait vraiment plaisir. On en a parlé tout à l'heure dans la loge avec Edith, et on souriait parce que moi, étant allée à l'école aux États-Unis, c'est quelque chose qui fonctionne déjà très bien là-bas. Donc, qui fait partie de la culture. Les jeunes, quand ils ont un talent, surtout dans le sport, il est détecté très tôt et on les met dans des sports-études. Mais ce sont des écoles où l'école, autant que la pratique du sport, sont importants. Et pour pouvoir évoluer, il faut avoir de bonnes notes. Et c'est ça qui permet de pouvoir grader, on va dire, ces étudiants-là pour que demain, quand ils arrivent en université où ils ont la possibilité de passer professionnel, puissent avoir... Il y a un track record, comme on dit. Donc moi, je trouve ça excellent, surtout pour le continent, parce qu'on sait ce que le foot représente aujourd'hui. Exactement. Et l'engouement que les parents ont derrière cette activité, surtout en inscrivant leurs enfants dans des écoles de sport-études. En tout cas, donc, le président de la FIFA qui soutient le projet donc, de ce championnat panafricain interscolaire sera lui aussi donc, présent à cette cérémonie solennelle qui aura donc lieu demain au lycée moderne d'Abobo. Et je trouve ça, encore une fois, génial que ce soit... Alors, André, une fois qu'on a dit ça, il faut quelques analyses, enfin un peu de décryptage. Alors, premier moment important, c'est que c'est la normalisation et ils choisissent de venir en Côte d'Ivoire. En fait, la FIFA et la CAF veulent montrer que la normalisation, pour eux, ça veut dire que les choses sont normales. Donc voilà, déjà pour montrer, c'est un signe, pour montrer que voilà, en réalité, ça fonctionne normalement en Côte d'Ivoire. Et puis, la deuxième chose, et ça c'est... Vous estimez par vos propos que c'est un intérêt particulier que la FIFA et la CAF apportent à la Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. C'est cette attention particulière-là n'est pas
C'est vrai qu'il y a d'autres pays où les choses fonctionnent bien, il y a la Mauritanie, il y a d'autres pays où les choses fonctionnent bien. Mais là, venir en Côte d'Ivoire, au moment où il y a la normalisation qui a été installée par le système donc, de la FIFA et de la CAF, c'est une façon de dire que le pays, en tout cas le monde footballistique de Côte d'Ivoire a encore de l'intérêt et même beaucoup d'intérêt. En tout cas, sur le plan diplomatique, une analyse diplomatique dit que cette analyse, quand on a des hauts responsables comme ça qui se déplacent, c'est toujours bon signe. C'est toujours bon signe, donc ça montre qu'ils vont... Et la deuxième chose, les amis, là-dessus, c'est vraiment sur l'après. Et ça, c'est des journalistes bien informés qui le disent, qu'il y a aussi une façon pour la FIFA et la CAF, parce qu'on sait comment Motsepe a été nommé, veut positionner un candidat. Donc il y a aussi le fait qu'il faut faire quelques tractations, il faut montrer que c'est important et qu'ils sont... voilà. Donc ça, c'est ce qui se dit dans les couloirs. Mais je pense qu'on n'est pas aussi très loin de la vérité ou de la réalité, simplement parce qu'il y a de gros enjeux autour du football. Totalement. Donc ces dirigeants-là, ils prennent des options et c'est la diplomatie. Je pense que, sur ton deuxième point, je pense que je suis assez d'accord. Un nom ne sortira pas, mais je pense que c'est une analyse diplomatique. Non, il suffit juste de suivre mon regard. Oui, je suis bien ton regard, effectivement. Bon, vraiment, je fais une autre analyse, concernant ce fameux décryptage-là, de ce système sport-études. Il faut qu'on en parle un tout petit peu. Oui. Aujourd'hui, quand les parents constatent que leur enfant s'intéresse beaucoup au sport, ils craignent que cet enfant-là n'abandonne les études pour se consacrer. De plus en plus, d'ailleurs, les gens commencent à dire, bon, si je ne vais pas à l'école, joue bien au moins au foot. L'objectif est de ramener des sous à la maison. Mais de pouvoir combiner ces deux entités-là, je crois que c'est très important. Ça marchait. À l'époque, il y avait... Oui, on a un système qui fonctionne toujours. On pourrait même les inviter ici pour savoir où est-ce qu'on en est. Mais nous, on avait un problème. On n'a pas atteint un niveau au niveau de l'OASU par rapport au système américain ou au système français. C'est qu'à un certain moment, sport-études sont corrélés. Or, ici, je suis en 4e ou machin, je continue, je joue un peu au foot. Voilà, il n'y avait pas une vraie... C'était juste accessoire. C'était un peu accessoire. Donc, je pense que ce type d'action, c'est pour qu'on arrive à un système où le football ne soit pas destiné qu'aux gens qui ont raté leurs études. Exactement. Ça, c'est important. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que c'est un tournoi qui sera international. C'est-à-dire que ce sera différents pays qui vont pouvoir compétir. C'est même très challengeant. Les uns contre les autres. C'est très challengeant. Ça motive encore plus les jeunes. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment avoir... Parce qu'il y a vraiment... Pour moi, selon moi, il y a un véritable souci dans le football. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger, mais qui ne sont pas formés, qui malheureusement n'ont pas reçu une éducation nécessaire et ne sont pas préparés. Donc quand ils arrivent, l'instruction nécessaire, et quand ils arrivent de l'autre côté, ils sont un peu perdus. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils se retrouvent par la suite avec des gros soucis financiers. Ils font des mauvais choix. Mais on voit des joueurs justement qui reprennent même leur formation après des années de carrière. Mais ça, c'est s'ils ont eu la chance d'être bien entourés. Parce que très souvent, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de parents, il n'y a pas de famille. Et on sait tous que le football, c'est une mafia. On va se dire la vérité. La FIFA et donc les instances du football international essaient de donner des réponses à ça. Par exemple, le football international interdit qu'un enfant soit, par exemple, transféré dans un autre pays sans ses parents. C'est-à-dire que le transfert doit se faire. Donc, pour régler ce problème. L'autre problème, vous faites bien de souligner, il est très important, c'est qu'en Côte d'Ivoire, comme en Afrique, on a un vaste réseau d'écoles de football. Ce sont des passionnés, ce sont des amateurs qui décident comme ça d'aider. Et derrière, ils espèrent récupérer un peu de sous. Mais il y a malheureusement beaucoup de travers. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas bien organisés. Exactement. Et donc, ces écoles de foot pourraient être demain de vrais acteurs de ce programme qu'on est en train de lancer. À la fois nos écoles classiques, mais les vraies écoles de foot qu'on voit sur des terrains battus, où les jeunes jouent tous les matins, on pourrait mieux les organiser, apporter des instructeurs justement à la fois FIFA et de l'éducation nationale, pour voir comment, à côté du foot, ou bien quand ils ne jouent pas au basket ou au hand, parce que je pense à vous, ils essaient de prendre des cours, etc. C'est vraiment, je veux dire, c'est un gros programme qui est lancé à partir de la Côte d'Ivoire. Et de façon très simple, même ce genre d'initiatives permettent même aux jeunes eux-mêmes de prendre conscience justement qu'allier, on va dire, sport et justement éducation, c'est pas deux domaines qui sont incompatibles. Au contraire, c'est toujours bien de faire du sport et d'avoir derrière ça ce bagage intellectuel qui nous permet justement de gérer toute une carrière, comme Sophie l'expliquait. Et c'est important parce que ce genre d'initiatives permettent aujourd'hui aux jeunes d'en prendre réellement conscience. Parce qu'on se dit tout simplement, si c'est lui-même qui initie ce genre de programme, c'est que derrière, il y a une importance
pour nous d'avoir un bagage En tout intellectuel. cas, les présidents de la CAF et de la FIFA, donc, durant leur séjour, vont rencontrer le chef de l'État, mais également le ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, M. Dan Paulin. Et puis, lors de leur séjour, il faut savoir qu'ils sont quand même arrivés avec une grosse délégation de décideurs au niveau de la CAF et de la FIFA. Le vice-président, exactement, le Sénégalais, exactement. Senghor, il y aura la le premier présidence conseiller du premier le conseiller secrétaire Jacques général, Véron, enfin Voilà. c'est vraiment... Donc ça montre en fait, en tout cas, grosse les équipe. enjeux Un grand intérêt, qu'il y a en Côte d'Ivoire, l'intérêt justement qu'il porte à la Côte d'Ivoire et surtout la place que la Côte d'Ivoire occupe au niveau de la CAF et la FIFA. Il y en a Donc, quand je même trouve de ça grands beau, champions je du trouve ça, football qui sont présents. quoi. Ouais. Bon, bah, écoutez, je fais un peu ma mauvaise langue, hein, j'ai envie de dire. Ils sont peut-être un petit peu venus s'excuser de ce qu'ils nous avaient fait quand même avec cette dernière élection. Après, on l'a encore un peu mauvaise. Hein. Je vous le dis, je fais ma mauvaise langue. Non, mais je On l'a pense un que peu les choses mauvaise. vont plutôt bien depuis, non? Tu trouves pas? Très bien. Le championnat a repris, non? Ouais. Ouais. Et on normalise Et puis il y a pas, oui, des c'est clubs, ça, des c'est clubs. un vent d'optimisme, on va dire, qui souffle sur Et le puis un football vent de ivoirien. cash aussi. Très bien. Le ministre des Transports, M. Amadou Koné, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Bon mois de Ramadan. Merci beaucoup. Merci d'accepter promptement, hein, je tiens à le dire, d'accepter d'être sur notre plateau parce que il y a eu juste quelques jours entre notre invitation et le fait que vous acceptiez d'être sur notre plateau. Merci beaucoup encore une fois. On va parler des transports, Monsieur le ministre. Ok. Forcément, vous vous en doutiez bien. Monsieur le ministre, comment va aujourd'hui le monde du transport en Côte d'Ivoire, selon votre regard et votre analyse? Les choses s'améliorent globalement. Il y a encore beaucoup de difficultés. Je voudrais indiquer que on a des réformes importantes qui devaient être faites depuis plusieurs années, qui n'ont pas été faites. Les réformes n'ayant pas été faites, on a fait beaucoup d'investissements dans le secteur des transports, notamment sur le réseau routier, et on est rattrapé par le fait qu'on n'a pas fait les réformes. Et donc, on constate aujourd'hui, on paye donc le prix des dysfonctionnements que nous avons enregistrés depuis tant d'années. Très bien. Alors, justement, vous avez dit un mot tout à l'heure qu'on a tous entendu, c'est ces réformes. Depuis un moment, c'est un mot qu'on entend dans l'éducation nationale, aujourd'hui dans les transports. Justement, à propos de ces réformes-là, quels sont les grands axes de ces réformes-là que vous engagez, Monsieur le ministre? Moi, je voudrais indiquer, peut-être que vous avez suivi, hein, lorsque en 2017, donc le président de la République m'a fait confiance avec le Premier ministre d'alors, Amadou Gan Coulibaly, pour me confier le ministère des Transports, j'ai indiqué que j'allais faire beaucoup de réformes. Premièrement, des réformes en ce qui concerne toutes les autorisations de transport, tous les documents de transport. Des réformes sur la qualité des véhicules. Et puis des réformes en matière de sécurité routière. On a entrepris l'ensemble de ces réformes. Là, je crois qu'on est en train de parler vraiment de transport routier. Mais sinon, il y en a eu d'autres dans le transport maritime, dans le transport aérien, où on a connu des résultats assez probants et intéressants. Mais dans le transport terrestre, il y a, sur le sous-secteur routier, il y a que nous devions faire en sorte que nous modernisions le secteur, qui était et qui est encore gangréné par beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de problèmes, de sorte premièrement à accroître la mobilité dans les grandes villes, notamment à Abidjan, à faire en sorte que nos compatriotes se transportent dans de bonnes conditions de sécurité et que nous ayons donc un transport qui ne vienne pas aggraver les problèmes environnementaux. Donc voilà dans les grandes lignes les objectifs que nous avions. Et pour faire cela, on a élaboré un programme donc, qui est en cours, on aura l'occasion d'en parler. Exactement. Est-ce qu'on peut... Et on constate que depuis le lundi, en tout cas ce lundi 3 mai, des officiers, en tout cas de la gendarmerie nationale, remplacent désormais des inspecteurs qui étaient affectés au service des examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Est-ce que ces agents, donc ces militaires, seront suffisamment outillés
pour pouvoir exécuter à bien cette nouvelle tâche? Évidemment, c'est eux qui contrôlent sur la route. Ils ont des notions, donc, de code de la route. Pour verbaliser, il faut avoir des notions de code de la route. Ensuite, en ce qui me concerne, j'ai fait le choix pour que dans chaque secteur du ministère des Transports, nous ayons donc des plans de continuité des activités. Pour diverses raisons, on peut avoir une interruption des activités. Le plan B, en fait. Et il est important d'avoir toujours un plan de continuité des activités. C'était prévu, je ne vous le cache pas, il était prévu qu'à un moment donné, les inspecteurs soient remplacés. Ok. Soient remplacés par un dispositif digital, la dématérialisation. Il était également prévu que je fasse une traque de tous ceux qui, dans le secteur des transports, contribuent à gangréner le secteur. Nous avons fait des enquêtes suite à beaucoup d'interpellations. Ici, tout le monde a passé le permis de conduire. Bien sûr. Ce que je refuse, c'est que payer pour avoir le permis de conduire soit la règle. Ça, je n'accepte pas. Et mes collaborateurs pourront vous le dire, ça fait 3 ans que j'interpelle, que je forme de nouvelles personnes. Et quand ces nouvelles personnes viennent, je me rends compte qu'il y a les mêmes choses. J'ai eu des résultats d'enquête récentes en 2021, donc en janvier 2021, qui attestaient que ces pratiques continuaient. Ça, c'est À un moment, il fallait arrêter. Je vais vous interrompre. En fait, c'est là le fond de la question. Est-ce qu'il y a eu une enquête qui vous a permis de conclure que ces inspecteurs-là n'étaient pas... Il y a eu plusieurs enquêtes. Voilà. Une enquête en 2017 par l'inspection générale d'État. Une autre enquête en 2020. En 2019, encore par l'inspection générale d'État qui nous envoie les rapports pour qu'on puisse corriger donc, les dysfonctionnements. Et une autre enquête, la dernière, qui a été une enquête interne que nous avons menée et qui ont fait ressortir que, entre nous, franchement, on est en Côte d'Ivoire, entre nous, Oui. vous savez bien que malheureusement, il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de tuer le permis de conduire. Il y a un réseau. Tout le monde sait. Alors, monsieur le ministre, à ce propos, justement... J'allais demander justement, tout le monde sait effectivement, mais c'est depuis longtemps. Donc pourquoi est-ce que c'est maintenant que cette mesure est prise? Cette mesure est prise maintenant parce que, premièrement, je devais achever donc la réforme en 2020. Dans mon programme, j'achevais en 2020. Pour l'achever en 2020, j'ai procédé en 2019, au remplacement de 20 inspecteurs sur 40. J'ai formé 20 nouveaux inspecteurs pour remplacer 20 autres qu'on soupçonnait donc, de ne pas être très propres. C'est ça. La réforme n'a pas pu se faire, être achevée, avec beaucoup de retard maintenant, n'a pas pu être achevée en 2020, pour diverses raisons. C'est des réformes compliquées, financées par la Banque mondiale, avec des consultants qui sont à l'extérieur, qui ne pouvaient pas se déplacer pour venir en Côte d'Ivoire en 2020. Donc on a eu énormément de retard. Le rapport que j'ai reçu en janvier, donc il y a 2 mois, il y a 4 mois bientôt, le rapport que j'ai reçu en janvier indiquait que ces pratiques-là continuaient au sein de ce service. Bien. Alors donc, monsieur le ministre, donc, ça veut voilà dire... la raison pour laquelle j'ai décidé là d'agir. D'autant plus Vous avez anticipé? Oui, mais d'autant plus que en 2 mois, sur nos routes, il y a quand même eu près de 200 morts. Oui, mais excusez-moi, sur le lien qu'on fait, effectivement, on imagine aisément que ceux qui n'ont pas obtenu leur permis dans de bonnes conditions ne sont pas de bons chauffeurs ou ce sont de mauvais chauffeurs. Mais il y a une chose aussi qui est essentielle. Comment on sanctionne tous les autres, nous autres, qui avons changé nos habitudes à cause des mauvais chauffeurs? Parce que vous comprenez qu'aujourd'hui, tout le monde a des mauvais comportements sur la route. C'est bien d'enlever les inspecteurs. On va vous sanctionner si vous, si vous adoptez le mauvais comportement. Je sais de m'y inclure, vous avez compris que c'était une image. Hein. Voilà. Alors, en 2018,
il y a un dispositif qui existe, qui n'avait pas été mis en œuvre. C'est la commission de retrait des permis. Oui. En 2018, en décembre 2018, j'ai réactivé la commission de retrait des permis. De 2018 à maintenant, c'est près d'1 millier de permis qui ont été retirés. Parfois jusqu'à 20 ans pour certaines personnes qui ne peuvent pas conduire en Côte d'Ivoire pendant 20 ans. Je constate que toutes ces mesures ne suffisent pas. Il faut accélérer la dématérialisation. C'est très bien avancé. Ce matin, nous avons fait le point à la Tour C lorsque nous y sommes allés. En juin, ça va être prêt. Mais en même temps, il faut que j'arrête donc l'hémorragie. Il faut qu'on arrête de décrédibiliser. Parce que vous savez, on ne peut pas décrédibiliser notre permis. De sorte que ceux qui voyagent et qui utilisent ces permis à l'extérieur du pays se retrouvent confrontés à des difficultés pas possibles. Le nombre de fois qu'il nous est demandé par des pays amis d'authentifier des permis, il ne faut pas imaginer. Donc, je ne veux pas qu'il y ait cette suspicion donc, sur nos permis. Est-ce qu'il faut douter des permis qui ont été finalement délivrés par ces inspecteurs suspendus? Chacun le sait. Chacun ici sait comment il a passé son permis. Mais c'est aussi un appel à la responsabilité de tous. Mais quand vous le dites, monsieur le ministre, chacun sait comment il a passé son permis, il y en a qui ont passé dans de bonnes conditions. Oui, si vous avez passé dans de bonnes conditions, c'est clair que vous ne verrez pas retirer votre permis. Oui. Alors moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous pensez vraiment que les gendarmes soient la solution à ce problème? Quand on sait que dans ce secteur aussi, on peut observer quelquefois des cas de fraude et de corruption. On fait confiance vraiment aux gendarmes. Je pense que c'est un corps aujourd'hui qui est un rempart contre la corruption. Beaucoup d'Ivoiriens font confiance, donc les gendarmes. C'est pour ça que, en plus, comme je l'ai dit, ils sont aussi sur la route, donc ils savent ce que c'est. Est-ce qu'ils vont bénéficier d'une formation supplémentaire? Bien sûr. Très bien. Bien sûr, ils vont bénéficier d'une... Comme je dis, on a un plan de continuité des activités. Tout ceci est prévu. Nous avons juste déclenché le plan de continuité des activités. Les choses se passent bien. Ils ont été installés ce matin. Ils ont été enregistrés dans nos bases de données, donc ils commencent leur travail. J'ai une question pour vous, monsieur le ministre. Que deviennent ces inspecteurs qu'on a remplacés par les gendarmes? Peut-être qu'il faut... Vous savez, si les enquêtes approfondies vont continuer, et il n'est pas écarté que certains de ces inspecteurs aillent répondre devant donc, les tribunaux. Et ces permis, que deviennent-ils ou que deviendront-ils, les permis qui sont identifiés comme ayant été, j'allais dire, acquis de façon frauduleuse? La justice dira ce qu'il faut faire. En ce qui me concerne, ce soir, je ne peux pas vous dire ce qui va être décidé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les enquêtes vont être poursuivies, sont suspendues, les enquêtes vont être poursuivies et certains parmi eux pourront se retrouver donc en difficulté. Et ceux qui sont innocents, ceux qui ne souffrent pas de... Mais de toute façon, il n'y aura plus d'inspecteurs. Que deviennent-ils justement? Est-ce qu'on a Ils sont des fonctionnaires. Alors, il faut que vous sachiez qu'on ne recrute pas quelqu'un dans la fonction publique pour devenir inspecteur. C'est ces fonctionnaires qui sont détachés par la fonction publique au ministère des Transports. Et c'est le ministre des Transports qui les emploie pour usage, inspecteur ou toute autre chose. S'ils ne sont pas fonctionnaires, ils feront autre chose. En tant que fonctionnaire, il n'y a pas de problème. Mais certains ne méritent pas donc de contrôler les examens de permis de conduire. Je voudrais rapidement revenir sur, vous en avez parlé tout à l'heure, sur l'assainissement du secteur. L'état des véhicules, des choses comme ça. Vraiment, monsieur le ministre, entre nous, les véhicules qui roulent, qui sont dans un sale état, et pourtant, vous nous avez rassuré qu'il y a une loi qui interdit techniquement que ces véhicules soient autorisés à effectuer du transport. Comment ça se fait? Je ne vous ai jamais rassuré que ces véhicules soient interdits pour le transport. Il y a une loi qui dit quelles sont les conditions pour mettre un véhicule donc en service sur la route. Oui. Il y a un texte, un décret qui a été pris, il y a même 2 décrets qui ont été pris. En 2018, fin 2017, début 2018, il y a 2 décrets. Il y a un décret pour limiter l'âge d'importation de véhicules. On en parlera. On en parlera tout à l'heure. Il y a un second décret qui a été pris qui limite la durée d'exploitation des véhicules pour le transport de personnes
et le transport de marchandises. Ce décret, le gouvernement a décidé d'observer une période transitoire. Et je suis très très heureux qu'on ait pris ce décret-là parce que ces décrets, les dispositions contenues dans ces décrets ont été adoptées l'année dernière par l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO qui vont mettre en œuvre ce que nous avons décidé de faire. Donc je pense que tout cela va contribuer. Vous savez, on a un secteur qui est régi par des textes qui sont de très vieux textes pour la plupart, 1964 et un peu avant pour la plupart. Plein de réformes qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas suivi aussi tout le changement qu'il y a eu lieu dans le monde du transport sur la planète tout entière. Et aujourd'hui, il faut accélérer pour faire tout ceci. Les problèmes que nous connaissons aujourd'hui sont les problèmes qu'ont connus d'autres pays. L'Afrique du Sud, le Maroc, quand ils ont commencé à investir énormément dans le réseau routier, pour avoir un réseau routier de qualité, ils ont connu les mêmes problèmes. Ils ont adopté des solutions. La vidéoverbalisation, la dématérialisation des procédures. Et c'est ce que nous avons entamé depuis 2017, donc qui se poursuit. Mais en attendant, tout ce qui est puni par la loi doit être relevé et nous devons apporter des corrections. Et justement, tous ces éléments que vous évoquez font partie de cette politique de modernisation dont vous parliez en début d'émission. Bien sûr. D'accord. Et d'autres axes qu'elle comprend, cette politique? Oui, elle comprend... alors après, il faut... Parce que tout ça est lié aujourd'hui aux accidents. Elle comprend la prise en charge des blessés. Parce que vous savez, les accidents, ça arrive. Notre rôle, c'est de travailler pour qu'il y ait le moins d'accidents, mais également pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'accidents graves possible. On est passé, nous, en Côte d'Ivoire, en 2006, à 6,60% d'accidents graves au nombre des accidents, à aujourd'hui à 9,4% d'accidents graves. Comment on Donc explique le ça? niveau de gravité s'est augmenté. On explique ça par plusieurs facteurs. La première chose, c'est tout ce qu'on est en train de combattre aujourd'hui. Des gens Qui obtiennent des permis qui dans de mauvaises conditions. voilà, qui ne sont pas de bons conducteurs parce que bon, ils auraient obtenu donc, les permis dans de mauvaises conditions. Mais au-delà de ça, il y a tout ce qui est lié aux équipements de sécurité routière. Quand vous allez à l'auto-école, qu'est-ce que vous apprenez le plus? Qu'est-ce qu'il y a dans le code de la route? C'est essentiellement des panneaux. C'est ça. Qui vous disent il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc on a un travail à faire aussi de mise à niveau en ce qui concerne les panneaux de circulation. Parce qu'il faut, c'est important d'avoir l'information quand vous êtes sur nos routes. Quand vous n'avez pas l'information, lorsque vous êtes sur la route, il y a beaucoup de chances que vous fassiez un accident. Donc c'est un ensemble de choses, c'est tout un écosystème. Après, il y a d'autres acteurs que je ne citerai pas ici, qui interviennent dans tout ceci, et il faut que chacun fasse son travail. Monsieur le ministre, vous avez certainement entendu, comme moi, lorsque vous vous déplacez, des usagers en train de vous dire franchement la question des... André parlait tout à l'heure de véhicules dans des... il a utilisé un terme dans des sales états, dans des mauvais états, j'aurais pu dire. Par exemple, les bacs, il faut qu'on en parle un tout petit peu. Certainement que cette question-là est revenue plusieurs fois à votre niveau. Quelles solutions vous avez? Quelles sont en général ce que vous recevez comme plainte? Qu'est-ce que vous avez décidé pour les bacs? Parce qu'à un moment donné... C'est beaucoup de questions à la fois. Et pour ajouter à la question de Brice, je veux dire, lorsqu'on conduit un véhicule qui a passé la visite technique, comme par exemple ton véhicule, mon véhicule, et qu'on se retrouve à côté, comme tu l'as dit, d'un Baka, on se demande, mais comment il a pu avoir en allant au bureau, vous êtes certainement posé cette question. Vu l'état dans lequel il est. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Hein. La réalité est que on a un parc automobile aujourd'hui qui est estimé dans notre base de données 1 300 000 véhicules. Cette semaine d'ailleurs, j'étais à la SICTA pour m'assurer de ce que le nouveau cahier de charges
Parce qu'il faut que vous compreniez que je ne suis pas, moi, dans l'émotion. Tout ce que je fais a été pensé, programmé depuis 2017-2018. En 2018, constatant tout ce qui est reproché, tous les retards technologiques enregistrés notamment par la SICTAR, en 2018, on a pris la décision de modifier le cahier des charges. Et puis d'ouvrir aussi à la concurrence. Et d'ouvrir à la concurrence. Et de faire en sorte qu'un certain nombre de points de contrôle essentiels puissent être évalués de façon automatique. Éviter qu'il y ait de la manipulation de l'homme. Ce cahier de charges existe. J'y étais il y a 2 jours pour vérifier la mise en œuvre de ce cahier de charges. Mais ce que je veux signaler, c'est que je me suis rendu compte, avec les statistiques que j'ai regardées là-bas, que sur 1 300 000 véhicules, parce que, comme je dis, c'est vraiment la responsabilité est collective, il faut que chacun fasse des efforts. Sur 1 300 000 véhicules, vous avez 425 000 véhicules qui ont fait le contrôle technique l'année dernière. Vous avez 2 tiers des véhicules, parfois des véhicules de particuliers, qui ne sont pas allés au contrôle technique. Est-ce que ça, ce n'est pas de la responsabilité de l'administration? J'allais dire de vous, histoire de personnaliser un peu le débat. C'est la responsabilité de l'administration. C'est la responsabilité de l'administration. C'est pour ça que l'administration, comme cela s'est fait par ailleurs, essaie de trouver des solutions qui soient en adéquation avec nos capacités. Je ne vais pas demander à mon collègue, le ministre de la Sécurité, de dédier tous les policiers à ça. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a la sécurité des biens et des personnes qui prennent beaucoup de temps au pays parce qu'on veut garder quand même notre indice de sécurité pour que les investisseurs viennent, qu'il y ait le moins d'agression possible, ainsi de suite. Donc, il me faut imaginer, pour alléger la tâche au ministre de la Sécurité, il me faut imaginer des solutions qui existent. La vidéo-verbalisation, qui va rentrer en application d'ici la fin de l'année. On va commencer les tests grandeur nature en juin, le 15 juin, donc à peu près. On pourra, nous, de nos salles, avec nos murs d'écran, rien qu'en lisant la plaque d'immatriculation, on peut savoir si votre véhicule a passé la visite technique ou pas. Parce que je préfère qu'on ait un système qui mobilise le moins de personnel possible, et qu'on puisse cibler les actions que nous avons à mener sur le terrain. C'est même plus efficace. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, et ça fait, j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains de vos collègues, ça fait 2 ans que nous sommes en train de travailler pour mettre en place ce système de transport intelligent. Vous avez observé dans la ville d'Abidjan beaucoup de caméras sur les routes que nous sommes en train d'installer. Donc nous sommes en train de déployer tout ceci. Mais c'est beaucoup de travail qui est en train de se faire et qui peut apporter des solutions. Monsieur le ministre, les enfants, ils ont beaucoup de questions, il y a beaucoup d'éclaircissements qu'on attend. Je suis prêt à revenir. Il n'y a pas de problème, monsieur le ministre. Et monsieur le ministre, vous avez parlé de... Je pense que dans les réformes dont vous parlez, il y a surtout la digitalisation du système de transport. On le voit dans beaucoup de pays comme la Corée du Sud et d'autres pays asiatiques. Vous avez parlé de vidéo-verbalisation. Qu'est-ce que c'est concrètement pour les téléspectateurs qui nous regardent? Qu'est-ce que ça va changer, en tout cas, dans leur manière de conduire à Abidjan et même à l'intérieur du pays? Comment ça fonctionne? Et est-ce qu'il y a déjà une opération pilote, puisque vous parlez maintenant de test grandeur nature? Est-ce qu'il y a déjà une opération pilote? Oui. Alors, il s'agit de ce qu'on a appelé le système de transport intelligent, avec 2 volets. Le premier volet, c'est la gestion du trafic. On a beaucoup de problèmes de mobilité. Et le second volet, justement, c'est la vidéo-verbalisation. Les caméras et les radars que nous sommes en train d'installer un peu partout à Abidjan et bientôt sur l'autoroute du Nord sont des caméras qui peuvent détecter les excès de vitesse, qui à Abidjan, dans un certain nombre d'endroits, on essaiera de l'étendre beaucoup plus tard parce que ça coûte très cher, à des feux, peuvent détecter donc des cas de non-respect du feu tricolore, du feu rouge. Comme on n'a pas l'adressage,
et que ce dont on dispose, c'est l'identification donc des individus avec le numéro de téléphone. Tous ceux qui sont enregistrés dans la base de données et qui ont une carte donc grise Oui. ont leur numéro de téléphone dans notre base de données qu'on utilise déjà lorsqu'il y a des accidents pour retrouver des chauffeurs qui s'enfuient, ainsi de suite. Alors, il s'agira donc à terme de faire en sorte que toutes les contraventions soient notifiées sur le téléphone par SMS, d'un côté. Deuxièmement, de permettre, parce qu'il arrive très souvent que le propriétaire du véhicule n'est pas celui qui conduit tout le temps. En général, oui. Donc, chacun pourra avoir un espace où il pourra, sur son smartphone, avec une application, voir toutes les contraventions qui ont été émises relativement donc au véhicule. À partir de là, vous allez payer. Si vous ne payez pas, là, comme on est en train de, on va resserrer pour que tout le monde aille faire la visite technique, vous allez donc avoir l'ardoise à la visite technique. Par SMS, par mobile money? Ça pourrait être payé par mobile money. Alors, vous savez, on a l'expérience de tout ce qui n'a pas fonctionné, on a fait vraiment des études importantes dessus. Par le passé, nous tous on l'a vécu, hein, on avait quelques-uns de nos compatriotes qui étaient dédiés au contrôle à radar, avec des radars mobiles. On sait comment ça se passait. Donc pour éviter tout ceci, pour nous, il était important qu'on aille donc à cette digitalisation et que l'État soit informé que vous avez une contravention dont vous devez vous acquitter. Après, si vous donnez un bakchich à quelqu'un sur la route, ça n'efface pas votre contravention parce que c'est noté et c'est transféré Dans la base à de la données. base de données. Je leur ai demandé de pousser plus loin pour qu'on puisse connecter à cette base de données la base de données des assurances. La base de données des assurances. Et qu'on procède à l'immatriculation de tous les véhicules. Nous sommes en train de penser à une formule de réimmatriculation donc des véhicules. Ça tous va les pas coûter véhicules. aux contribuables, Non, on cherche des financements. On cherche des financements. Je Vous nous rassurez, là. verrai avec monsieur le Premier ministre parce que c'est essentiel qu'on le fasse. Que ce soit les automobilistes ou les motos, parce que vous n'en parlez pas, mais on a Justement, je vraiment un m'attends vrai que, monsieur le sujet ministre, il y a ces aujourd'hui innovations-là pour les routes, avec mais il y les a- motos. Oui. C'est un vrai sujet. Oui, il y a les motos, certainement, Les tricycles. le tricycle, le transport ferroviaire. Il y a des innovations dans tous ces domaines-là. Parce que là, je crois qu'on a parlé pour l'instant que du transport routier. Pour parler d'autres innovations, j'ai envie de dire, monsieur le ministre, et notre métro? Parce qu'on sait que la première phase donc, de la ligne 1 devait débuter à la fin d'année 2020. Où est-ce qu'on en est? Alors, le métro, il faut savoir que c'est un projet qui tient vraiment à cœur au président de la République. Ce métro va transporter à peu près 500 000 personnes tous les jours. Quand on sait qu'aujourd'hui, sur Abidjan, on a un besoin en termes de transport, c'est ressorti d'un des rapports de la Banque mondiale qui nous a été présenté à la primature il y a 2 ans. Que la route soit bonne. Vous avez 15 millions de déplacements par jour à Abidjan. Nos capacités à ce jour font qu'on ne peut transporter que 5 millions. Donc il y a 10 millions de personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. Et justement, ces 10 Et millions de donc, le personnes se métro- posent la question, ça commence quand, monsieur le ministre? Oui, parce qu'il y a Attendez, beaucoup de retard. il n'y a pas beaucoup de retard. Bon, vous allez me dire, Voilà, il n'y a exactement. pas beaucoup de retard. Il y a du retard. Ok. Mais il n'y a pas beaucoup de retard. Je vais vous expliquer pourquoi il y a du retard. Je suis un homme politique aussi. Donc, je voudrais quand même le rappeler. Où je dois avoir quand même du bon sens. Vous vous souvenez quand il y a eu donc des problèmes avec un de nos jeunes frères qui est mort dans l'avion de Airbus. Alors que tout le monde est unanime que le fait qu'il y ait autant d'habitations, autant de populations autour de l'aéroport, que c'est un risque. Ouais. Mais quand j'ai décidé de dégager, ne serait-ce couloir, que, ouais. ne serait-ce que sur 400 mètres Ça a déclenché une vague d'émotion? autour de l'aéroport, après toutes les dispositions qui avaient été prises, parce qu'on en avait pris, vous avez vu toutes les manipulations qui ont suivi. Imaginez que pendant cette année 2020, une année compliquée à tout point de vue, Covid,
décès du Premier ministre, élection à l'approche. On a vu qu'il y a eu beaucoup de difficultés après. Imaginez que je me mette, moi, à libérer les emprises du métro sur 37 km d'Anyama à Port-Boué. Je pense que vous-même, vous aurez dit que le type, il est un peu pas normal. Et je sais que ça pouvait créer beaucoup de problèmes. Et nos partenaires, tous ceux qui travaillent sur le projet ont compris qu'il fallait continuer à bien organiser le déplacement des populations. Donc choix stratégique, soit politique aussi. Choix de raison. Choix de raison parce qu'il fallait qu'on sorte de cette année-là avec beaucoup d'apaisement. Je note que les choses sont apaisées, que la réconciliation en marche. Il faut qu'ensemble, parce que c'est des projets qui nécessitent l'adhésion et la contribution, le soutien de tous. Donc nous allons commencer cette année donc à libérer les emprises. Mais nous n'avons pas pour autant arrêté les travaux. D'accord. Les travaux géotechniques, un certain nombre de travaux importants sont en cours. Les populations sont régulièrement consultées. Il y a des forums de discussion avec les populations qui sont rencontrés par les équipes dans les 10 communes, dans les communes qui sont traversées. On est en train de signer les certificats de dédommagement. Donc, on n'a pas vraiment de gros retard là-dessus. Est-ce que c'est cette même approche-là qui fait que, je reviens un peu sur, il me prend là-dessus, sur les véhicules en mauvais état, en tout cas sur les conditions d'acceptation d'un certain nombre de transporteurs qui ne remplissent pas les conditions et qu'on tolère dans la ville. Est-ce que c'est, finalement, l'État est animé un peu d'humanisme quelque part, mais finalement, ça nous rattrape puisqu'il y a beaucoup de dégâts. Et en plus, deuxième question là-dessus, je vous laisse, on aurait pu mieux organiser et renforcer le transport public, la SOTRA, parce que de toute façon, je pense que tous ceux qui conduisent des Woro-Woro et des voitures qui sont en mauvais état, ils cherchent du boulot. Ils veulent être juste des transporteurs. Ils auraient pu être conducteurs de plus de bus de SOTRA. Donc pourquoi leur donner l'autorisation dans des véhicules de mauvais état alors qu'on aurait pu renforcer la SOTRA? Mieux. Ah, vous trouvez qu'on ne renforce pas la SOTRA? J'ai dit mieux, j'ai rajouté. Ah oui, mais on fait beaucoup. Acheter 2000 autobus, ça coûte très cher. C'est des autobus à 120 millions. En acheter 2000 pour transporter les Abidjanais, c'est un effort considérable. Quand j'ai pris fonction en 2017, la SOTRA avait à peine 140 autobus, tout Abidjan. Là où, sur une seule ligne de Baka, vous pouvez en avoir 8000. La SOTRA, 140 autobus sur tout Abidjan. La SOTRA transportait en 2017 44 millions de passagers toute l'année. En 2019, ils ont fait le meilleur chiffre, la SOTRA a transporté plus de 400 millions d'Ivoiriens. L'année dernière, ça a un peu baissé à cause des restrictions, la distanciation dans les autobus, ça a un peu baissé. Nous avons reçu, nous sommes aujourd'hui à plus de 1500 autobus. D'ici la fin de cette année, on aura les 2000 autobus. On va même se permettre d'ouvrir des lignes d'autobus à Bouaké, qui est la deuxième grande ville du pays. Donc, des efforts considérables sont faits par l'État pour faciliter la mobilité. À côté de cela, c'est vrai, le métro, c'est un projet qui nous fait rêver tous. Mais il y a la ligne de BRT que nous sommes en train de faire sous financement de la Banque mondiale qui part de Yopougon à Bingerville. Que vous pourrez partir de Yopougon à Bingerville en 40 minutes, là où il faut 2 heures aujourd'hui. Très bien. Et tout ça pour accroître la mobilité et transporter donc le maximum d'Ivoiriens, sans oublier le transport lagunaire, ainsi de suite. BRT, c'est bus rapide transit pour nos téléspectateurs. Monsieur le ministre, les téléspectateurs m'en voudraient, à tous mes chroniqueurs de ne pas aborder cette question de l'augmentation abusive des coûts de transport. La question, elle est simple. Que fait le ministère pour ne plus qu'on soit aujourd'hui soumis à ce genre d'augmentation, de fluctuation au bon gré des transporteurs sur la base de, oui, on a appris que le carburant a augmenté, donc on augmente les transports. Pardon ? C'est l'heure de pointe. Ou c'est l'heure de pointe. Et sachant que le budget de transport, en tout cas le post-transport, fait partie c'est le troisième poste de dépenses du ménage ivoirien. Oui. C'est pour ça, entre autres, qu'on fait le métro. Vous pourrez partir de ce qui est prévu. Vous pourrez partir d'Anyama à Port-Boué à 500 francs. En attendant, d'accord, mais
vous avez l'État qui a bloqué le prix du ticket d'autobus depuis près de 30 ans. Francs depuis 30 ans. Voilà. On continue donc d'apporter donc des concours à la SOTRA. Mais mieux, de transporter un certain nombre de personnes, des élèves, ainsi de suite, à des coûts qui ne peuvent pas se pratiquer ailleurs. Donc, il y a tous ces efforts-là que l'État continue de maintenir, malgré que les postes de dépenses sont devenus beaucoup plus importantes pour l'État. En ce qui concerne le transport interurbain, où les prix fluctuent, c'est des négociations que nous pouvons mener. Il est impossible pour l'État de fixer. Donc nous sommes dans un pays libéral, c'est le choix qu'on a fait depuis le président Houphouët-Boigny. On estime que c'est la concurrence qui fait que les coûts baissent, qui améliore la qualité de service d'une part et qui fait que les coûts baissent. Nous devons encourager le maximum de concurrence. Et moi, je voudrais vraiment exhorter... Mais souvent, il y a des ententes, parce que c'est tout un conglomérat, ils s'entendent, ils fixent un même prix pour aller chez vous à Boaké, ils peuvent se lever un matin, nous dire, bon, ça coûte 8 000 francs. Et tout ce qu'ils s'entendent. C'est à ce moment que l'État doit utiliser son pouvoir. L'État a un dispositif contre ça, qui a fonctionné par le passé et qui va encore, en ce qui concerne donc les questions de transport, va se pencher sur la question, mais l'État a un dispositif. L'État a un dispositif pour lutter contre les cartels qui existent au ministère du Commerce. Donc, c'est des choses sur lesquelles on continue de travailler. Après, il faut qu'il n'y ait pas de justifications, des augmentations de coûts, des justifications qui n'existent pas. Le prix du pétrole dont on parle, à plusieurs reprises, l'État devait augmenter le prix du pétrole à un certain niveau qu'on n'a pas fait. Surtout pendant la Covid, on a bloqué le prix du pétrole lorsque on savait que sur le marché international, ça devenait quand même compliqué. Mais l'État a fait donc des efforts. Donc c'est ce que nous faisons. Nous essayons de ne pas alourdir les charges et d'être en position donc de discuter, de négocier et au besoin de saisir la commission de la concurrence pour que le dialogue permette au prix de baisser. Ça s'est passé plusieurs fois, les transporteurs. On a beaucoup parlé du transport routier, du secteur routier. Je pense qu'on peut également s'attarder sur le transport ferroviaire et lagunaire. On a un plan lagunaire qui semble sous-exploité. C'est vrai qu'on a deux compagnies qui assurent trois compagnies qui assurent le transport des Ivoiriens sur ce plan lagunaire. Qu'est-ce qui est fait pour renforcer en tout cas l'exploitation de ce plan lagunaire, que ce soit au niveau des particuliers ou des entreprises, parce qu'il est là, il est présent et ça peut permettre de pouvoir décongestionner les routes à Abidjan. Monsieur le ministre, vous avez une minute pour répondre à cette question, s'il vous plaît. Oui, alors... Parce qu'on en a deux. Non, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que par le passé, la SOTRA avait une concession aussi bien sur le transport de personnes par autobus à Abidjan que sur le transport lagunaire. L'État a permis donc à des privés d'avoir des concessions. Il y en a deux aujourd'hui. Ces privés ont eu ces concessions, ont fait des investissements, ont commencé à exploiter, nous ont saisis pour nous dire que il faut que nous renégocions donc avec eux un certain nombre de termes de la concession. Un travail a été fait, les conclusions m'ont été donc remises. Donc nous avons la volonté de travailler pour que ces compagnies-là puissent continuer les investissements parce qu'elles n'arrivent pas aujourd'hui à faire le chiffre d'affaires qu'elles avaient projeté. Je crois que c'est un problème à leur niveau. On a terminé, mais je me permets de... Mesure, le décret d'interdiction des véhicules de moins, parce qu'ils sont nombreux, nos compatriotes qui vendent des véhicules, qui en achètent, qui en les aident. Quelle satisfaction on doit avoir de ce décret-là au final? Parce que beaucoup s'en plaignent. Mais vous savez, quand on prenait le décret, comme cela a été fait dans d'autres pays de la sous-région, à un moment ça a été fait au Ghana, ça a été fait au Sénégal, partout cela a été fait. Évidemment, on s'attend à des réactions. Un État, il doit être responsable. Un État, il se projette. On doit avoir des ambitions. En Côte d'Ivoire, moins de 5% de personnes
sont propriétaires de véhicules. Moins de 5%. Vous avez plus de 95% de nos concitoyens qui ne sont pas propriétaires, qui n'ont pas de véhicule de transport. Est-ce qu'on va laisser une partie de ces 5% continuer de polluer, une partie de ces 5% avoir des véhicules qui vont faire des accidents si on n'avait pas pris cette disposition? Je vous assure que le niveau, en termes de nombre d'accidents que nous avons aujourd'hui, on ne les aurait pas eu. Monsieur le ministre, justement pour terminer cette émission-là, une dernière question posée par de nombreux internautes, c'est la question des accidentés aujourd'hui. Vous avez dit qu'ils sont très nombreux ces accidents, donc les accidentés également nombreux. Qu'est-ce qu'on fait pour ces accidentés? Est-ce qu'il y a des prises en charge aujourd'hui quand ces accidents-là sont avérés, que les responsabilités sont dégagées? Que fait le ministère pour soutenir les familles de ces accidentés-là? Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Que fait l'État? On actionne donc le dispositif de solidarité pour soutenir les familles quand il y a des décès, pour soutenir les blessés. C'est un dispositif c'est les fonds de l'État. C'est l'État. D'accord. Ce qui n'est pas le travail de l'État. Oui, parce qu'il y a les assurances. J'arrive. Ce n'est pas le travail de l'État, mais par solidarité. L'État apporte un appui. Deuxièmement, lorsqu'il y a un accident grave qui nous est signalé, ce que je fais, c'est que je rentre en relation avec le ministre de la Santé pour que des dispositions soient prises pour qu'on prenne en charge assez rapidement ceux qui sont aux urgences, pour ne pas alourdir donc, le bilan en termes de mortalité. Et puis, évidemment, sur les assurances, il y a un travail qui est fait. Donc, nous suivons un peu tout ça pour que les assureurs dédommagent effectivement donc, les personnes qui sont victimes de ces accidents. Très bien. Monsieur le ministre, merci d'avoir été en notre compagnie pour ce rendez-vous. On avait voulu terminer cette émission-là avec une petite musique en fond, une musique jazz, qui s'appelle Casablanca, que vous connaissez très bien. Ah oui, j'adore. Très très bien. On a bien travaillé. Hein. On a bien travaillé. Ouais. Casablanca, voyez-vous? Non, je vois ça. Je vois ça. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été en notre compagnie pour ce rendez-vous du Live Talk. Et puis, vous l'avez dit, certainement, quand on aura d'autres sollicitations, on espère que cela coïncidera avec votre emploi du temps pour que vous puissiez être sur notre plateau pour d'autres éclaircissements. Le sujet est vaste, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, il ne faut pas croire qu'avec le ministre des Transports, se vaut régler un problème qui est un problème transversal. Très bien. Très bien. Il faut inviter le ministre de la Sécurité. Exactement. Ça se fait. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous, André Bois, Réana Assi, Edith Broubleu, Sophia Eda, toutes les équipes techniques aussi qui se joignent à moi d'ailleurs pour vous dire merci encore une fois. Et puis merci à vous, téléspectateurs. Juste après, vous retrouvez Immersion en compagnie de monsieur André Bois. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.